Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un cours d'UE3 sur la RMN, c'est-à-dire la résonance magnétique nucléaire. Donc pour rappel, vous savez qu'en absence d'un champ magnétique extérieur, on a tous nos noyaux qui sont considérés comme des petits aimants qui vont avoir un vecteur moment magnétique dans des directions et des sens totalement aléatoires. À l'opposé, quand on va avoir un champ magnétique extérieur imposé non nul, on va avoir nos vecteurs magnétiques des noyaux dans la direction du champ magnétique que l'on impose, mais pas forcément dans son sens. Les moments magnétiques en état de spin-up vont être orientés dans la direction du champ magnétique B0 et dans son sens, dans le même sens, alors que les noyaux en état de spin-down vont être orientés dans le sens opposé au champ magnétique que l'on impose. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de spin-up que de spin-down, étant donné que l'état spin-up est un état d'énergie inférieur, l'état fondamental, et que les noyaux ils sont beaucoup plus stables. Les noyaux à l'état de spin-down ont besoin d'énergie pour être dans cet état excité, donc ils sont beaucoup moins nombreux. Donc on a vu qu'en présence d'un champ magnétique extérieur, les noyaux vont s'orienter dans la direction du champ magnétique. Au final, ce n'est pas exactement la même direction. Vous voyez qu'il est un peu dévié selon un angle alpha. Et ça, c'est dû au moment cinétique du noyau. Le moment cinétique, c'est ce qui va permettre au noyau de tourner sur lui-même. Donc ce noyau tourne sur lui-même, mais il tourne aussi autour de l'axe Z, autour de l'axe du champ magnétique, selon une certaine fréquence que l'on appelle la fréquence de l'armoire. Donc, imaginons votre axe Z ici, l'axe du champ magnétique. Votre noyau va tourner sur lui-même et en plus autour de cet axe Z. Selon les noyaux, la fréquence va être plus ou moins rapide, va être différente. Donc vous allez avoir des noyaux qui vont tourner à cette vitesse par exemple et des noyaux à cette vitesse par exemple. Et ça dépend du rapport gyromagnétique qui est différent pour chacun des noyaux. On a vu tout à l'heure qu'en présence d'un champ magnétique B0 extérieur non nul, on a donc un maximum de spin-up, c'est-à-dire de spin à un état d'énergie faible à l'état fondamental. On apporte un champ radiofréquence B1. Nos spin-up, qui sont majoritaires, vont donc gagner en énergie et pouvoir passer à un état d'énergie supérieur, donc en spin-down. Comment ça se voit au niveau de l'aimantation ? On avait tout à l'heure une aimantation totale suivant l'axe Z, donc une aimantation longitudinale maximale. On n'oublie pas que ça tourne autour de l'axe Z, ok ? Une fois qu'on apporte notre champ radiofréquence B1, notre aimantation totale va basculer. On n'oublie pas, elle tourne autour de l'axe Z, on apporte notre champ radiofréquence, elle bascule en continuant de tourner, ok ? Donc, elle perd en aimantation longitudinale et elle va gagner en aimantation transversale. Quelque chose de très important aussi, il va falloir que la fréquence du champ B1 qu'on envoie soit égale à la fréquence de l'armoire qu'on a vue tout à l'heure. Pourquoi ? Vous imaginez une balançoire qui se balance. Si on veut apporter de l'énergie à cette balançoire, la pousser. Si on la pousse, on essaye de la pousser au moment où elle est là. On pousse là, on va apporter aucune énergie, on va pousser dans le vide. Si jamais on pousse la balançoire au moment où elle est là, on va parvenir à la pousser et à y apporter de l'énergie. En gros, c'est pour ça que la fréquence de l'armoire doit être égale à la fréquence du champ B1 qu'on impose. Appliqué à notre aimantation, donc ça tourne autour de l'axe Z et vous imaginez que votre champ B1, en gros, il arrive au moment où il peut taper votre aimantation pour la faire basculer. Une fois qu'on va arrêter ce champ magnétique B1, tous les spins qui étaient passés à l'état de spin down, donc à un état d'énergie supérieur, vont spontanément revenir à un état d'énergie inférieur, l'état fondamental, donc un spin up. Au niveau de l'aimantation, tout simplement, ça va se traduire par l'inverse de tout à l'heure. Votre composante longitudinale va réaugmenter et votre composante transversale va rediminuer de manière à ce que votre aimantation revienne suivant l'axe Z. Cette aimantation va prendre un certain temps à revenir suivant l'axe Z. Ce temps, on va pouvoir le mesurer grâce à une antenne détectrice et on l'appelle temps de relaxation. Ce temps de relaxation, il va être en fait caractéristique à chaque tissu qu'on va traverser. Il va être différent pour l'os, pour les liquides, pour la graisse, etc. Donc, grâce
au temps de relaxation qu'on mesure, on va pouvoir créer des contrastes en IRM. Donc si on applique tout ce qu'on vient de dire au domaine médical et à l'IRM, on peut dire, imaginons je me mets dans une IRM. Donc on applique un champ magnétique extérieur B0 non nul, tous mes moments magnétiques de mes noyaux vont s'orienter dans la direction du champ B0. Donc soit un spin up vers le haut, imaginons que le champ magnétique soit orienté du bas vers le haut, donc soit un spin up vers le haut, soit un spin down vers le bas. Donc j'ai une majorité de spin up à l'état fondamental. Si maintenant j'applique un champ radiofréquence B1, mes spin up qui sont majoritaires vont passer à l'état de spin down et l'aimantation va basculer. Maintenant, si j'arrête ce champ radiofréquence B1, il va y avoir ce qu'on appelle le temps de relaxation. L'aimantation va revenir suivant l'axe Z et là, on va pouvoir mesurer ce temps de relaxation et donc savoir quel tissu a été traversé. C'est terminé pour la RMN. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des suggestions à nous faire pour les prochaines, n'hésitez pas à les faire en commentaire et je vous souhaite bon courage à tous.